Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et à l'occasion de la COP26 qui s'est ouverte à Glasgow en Écosse pour une douzaine de jours, il me semblait utile et intéressant de vous parler du rôle de l'agriculture vis-à-vis de l'environnement, mais surtout dans ses possibilités de stocker le carbone. Alors cette COP26 est vue comme la dernière alternative pour réellement prendre de grandes décisions, pour tenter de limiter les impacts climatiques qui sont déjà bien enclenchés et surtout qui s'accélèrent. De grandes nations seront absentes, comme la Russie, la Chine et le Brésil, pour parler des émissions des gaz à effet de serre, les fameux GES, qui représentent les principales causes invoquées pour expliquer les changements climatiques. Alors, les gaz à effet de serre sont au nombre de 5 principaux qui sont présents naturellement dans l'atmosphère. Depuis longtemps, l'expression effet de serre s'emploie pour la planète, car le phénomène est très similaire à une serre en agriculture finalement. Les gaz présents dans l'atmosphère laissent passer les rayons du soleil, la lumière qui est visible, ce qui a pour effet de réchauffer la Terre. Mais la Terre, elle, renvoie environ un tiers de ces rayons, sous forme de rayons infrarouges qui sont invisibles et qui sont renvoyés dans l'espace. Le reste est absorbé par les sols, les océans et l'atmosphère elle-même, ce qui a pour effet de la refroidir. Mais les gaz présents dans l'atmosphère sont dits gaz à effet de serre ou GES car ils absorbent, ne laissent donc pas passer, les rayons infrarouges et les renvoient à nouveau vers la Terre, ce qui a pour effet de la réchauffer à nouveau. C'est le fameux effet de serre. Alors le premier des gaz à effet de serre, entre guillemets, c'est la vapeur d'eau. Elle participe à plus de 75% à cet effet de serre sur la Terre. Le deuxième, et c'est un des principaux en tout cas émis par l'homme, c'est le dioxyde de carbone. Donc il est bien moins présent dans l'atmosphère que la vapeur d'eau, mais le CO2, lui, participe à 25% de l'effet de serre, car c'est surtout sa capacité à retenir la chaleur qui pose problème. Alors ensuite, on a le fameux méthane dont vous avez entendu parler, le CH4, le protoxyde d'azote ou oxyde nitreux, notamment produit par les émissions des véhicules, tout ce qui constitue une combustion peut créer des protoxydes d'azote, et puis l'ozone. Alors si on augmente cette concentration dans l'atmosphère, on augmente mécaniquement les gaz à effet de serre. Alors les principaux qui sont émis par l'homme, c'est le dioxyde de carbone notamment, avec l'usage bien entendu du pétrole. Et d'ailleurs on le compare souvent, c'est lui le référent sur toutes les autres émissions qui peuvent être faites, on parle d'équivalent CO2. Donc à lui tout seul, il représente 77% des émissions de gaz à effet de serre et il est essentiellement dû, comme je le disais, à l'utilisation du pétrole, donc des énergies, donc le transport, l'industrie, l'agroalimentaire, etc., l'habitat. Donc l'agriculture, la déforestation, et on dit que la durée de vie dans l'atmosphère, c'est environ une centaine d'années. Donc en fait, on a des émissions du passé qui nous posent problème aujourd'hui, et ça, c'est quand même un fait à prendre en compte. Sans doute qu'on n'a pas réduit assez vite les choses, ce qui fait que notre passé nous revient un petit peu comme un effet boomerang. Alors le méthane provient essentiellement du secteur agricole, même si aujourd'hui on a créé des industries du méthane pour essayer d'en produire de manière industrielle. Naturellement, l'élevage par exemple, des ruminants notamment, produit ces émissions de gaz, et puis les hommes, on est quand même de plus en plus nombreux, donc on produit aussi nous-mêmes un petit peu de méthane. Voilà, mais également toutes les décharges, etc. Donc on sait que le méthane, lui par contre, il a un effet de serre qui est 20 à 25 fois supérieur au CO2. Donc c'est quand même quelque chose qui est important et sa durée de vie est environ d'une dizaine d'années. Alors le secteur agricole représente aussi un secteur important des émissions de par son occupation des territoires aussi. L'épandage aussi des engrais, donc notamment les engrais azotés, participent à la production de protoxyde d'azote, mais pas de manière supérieure au final répartie sur la surface à la production de protoxyde d'azote des véhicules par exemple. Et puis ensuite, on va avoir tout un tas de nouveaux produits qui sont arrivés, fluorés, donc qui sont là des familles apparues plus récemment, qui sont plus ou moins naturellement dans l'atmosphère, mais qui ont été aussi créées par l'homme. Et donc c'est notamment lié tous les réfrigérants, tout ce qui vient des climatisations diverses et variées. On a eu beau changer les gaz au fur et à mesure des décennies et des évolutions du matériel, on est quand même sur des produits qui sont un peu nouveaux et qui sont persistants dans l'atmosphère. Alors aujourd'hui, l'idée, c'est quand même de réduire ces gaz-là. Donc moi, je vais m'attacher à parler du dioxyde de carbone, donc comme on le disait, c'est la première des productions, donc le fameux CO2, et surtout de parler du stockage possible du carbone en agriculture, puisque c'est ça qui est souvent mis en avant aujourd'hui. Et donc, je voudrais tenter de vous expliquer un petit peu ce qui est possible, et puis finalement, pour l'agriculteur, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui sera positif? Et en fait, à terme, est-ce que ce sera positif à l'échelle de l'humanité, en fait, Donc moi, je préfère éviter les débats qui sont un peu irréels sur les ruminants et leur dégagement de méthane, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui est complètement un peu irréel. Donc je préfère rester sur le concret et réaliste vis-à-vis du carbone. Alors c'est un fait que l'agriculture qui est passée du secteur secondaire avant la guerre est
passée au secteur primaire à la suite et est devenue en fait de plus en plus dépendante du pétrole pour plusieurs raisons. La première, c'est le machinisme, hein, donc c'est vrai que c'est le machinisme qui s'est développé dans les années 50 et c'est le gasoil qui est utilisé dans les machines avec de très grands écarts de consommation par hectare entre les agriculteurs selon leurs pratiques agricoles. Un litre de gasoil, c'est environ 720 grammes de carbone qui s'associe donc à l'oxygène, environ 1920 grammes exactement, pour créer le CO2. Donc en gros, un litre de gasoil, c'est environ 2,6 kg à peu près de CO2. Donc ça c'est important et c'est environ 2,4 kg pour l'essence, donc c'est un petit peu moins en effet pour l'essence. D'ailleurs, parenthèse, c'est un peu moins pour l'essence, mais la différence de consommation entre un véhicule essence et un véhicule de gasoil conduit obligatoirement à un dégagement de CO2 supérieur pour les véhicules essence que pour les véhicules diesel. Ça, c'est un constat. Mais ça, c'était une parenthèse. Donc pour les moteurs diesel en agriculture, les normes environnementales sur ces moteurs sont bien en avance sur les véhicules particuliers depuis de nombreuses années, ce qui a fortement augmenté le coût pour les agriculteurs. Mais par contre, ça a forcément eu un impact environnemental positif sur les consommations, il faut le reconnaître aujourd'hui, mais aussi sur la complexité des moteurs et de par le fait sur leur fragilité. Alors, parenthèse aussi, avec les anciens moteurs, on aurait pu utiliser beaucoup plus facilement les huiles végétales qu'on aurait produites sur nos entreprises. On aurait pu même se spécialiser sur une partie de la ferme, un petit peu comme auparavant lorsqu'on avait une partie de la ferme qui était consacrée à la traction, c'est-à-dire à nourrir les chevaux et les animaux de trait. On aurait pu faire la même chose sur nos fermes avec une partie de notre production qui serait destinée à la production de carburant pour nos véhicules et surtout pour les gens qui nous entourent, c'est-à-dire une ville, un village ou autre. Ça aurait pu être quelque chose d'intéressant, ce qui sera, à mon avis, un peu plus compliqué avec les véhicules aujourd'hui. Techniquement, les moteurs ont évolué vers quelque chose de beaucoup plus complexe qui ne permet pas forcément l'usage d'huile végétale de manière assez facile en tout cas. Alors les consommations de gasoil en agriculture varient en environ de 40 litres par hectare à 200 litres selon les modes de production. Alors ça c'est le premier facteur, donc c'est l'aspect carburant. Le deuxième facteur qui fait que l'agriculture est le troisième émetteur de CO2, ce sont les intrants. En effet, c'est avec le gaz naturel que l'on fabrique la majorité des engrais azotés, par exemple, et lorsqu'il faut 180 kg d'azote à l'hectare pour une céréale, en gros, cela correspond à un peu moins de 180 litres d'équivalent pétrole. Donc déjà, par la nature de l'usage de nos engrais, on a cet aspect-là. Les produits phytosanitaires, eux aussi, sont en partie fabriqués avec des produits d'origine pétrolière, etc., etc. Donc l'agriculture est donc en partie légitimement considérée comme émettrice de gaz à effet de serre. Mais la grande différence, et c'est plutôt une force et un atout positif, c'est que par rapport à beaucoup de domaines d'activité, c'est que l'agriculture est au centre du cycle du carbone, le CO2. Donc notamment, en quelque sorte, c'est que le carbone lui-même, il est au centre de tout ce qui est la matière vivante, la matière organique. La matière organique est composée de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote. Ces 4 éléments sont fabriqués naturellement par les plantes grâce à un phénomène qui a complètement modifié la vie sur Terre, c'est la photosynthèse. C'est l'arrivée des plantes sur Terre qui a réellement transformé la planète pour créer la vie par la suite. Donc c'est dans notre intérêt de continuer de le faire d'ailleurs. Comme vous le savez, la photosynthèse est une opération qui est réalisée par les plantes et qui permet, en captant le CO2 présent dans l'air, donc c'est en ça qu'on sera utile en agriculture, c'est la captation du CO2 de l'air, et en utilisant de l'eau qui est dans le sol ou qui tombe du ciel, de fabriquer des sucres et de l'oxygène. Donc finalement, on produit de l'oxygène grâce aux plantes, et en fait tout ça c'est gratuit, c'est un phénomène qui se fait naturellement. Donc l'agriculture dans son ensemble est donc primordiale pour capter du CO2, tout en produisant de quoi nourrir l'humanité, puisque c'est quand même le rôle fondamental de l'agriculture, hein, c'est pas uniquement pour faire joli dans l'espace, son rôle est bien nourricier avant tout. Donc c'est cet équilibre qui doit rester positif entre la captation de CO2, la production d'oxygène. Il ne faut pas capter moins de CO2 qu'on en consomme ou qu'on en dégage. Et c'est ça le challenge de l'agriculture d'aujourd'hui, c'est de basculer vers ce phénomène de stockage du carbone, ou en tout cas d'être plutôt en positif comme une maison qui serait moins consommatrice d'énergie. Alors on parle beaucoup de capter le CO2 dans les sols, mais en fait, qu'en est-il vraiment? C'est un petit peu là-dessus que je voulais intervenir. Si on capte du CO2 dans les sols, cela peut être sous forme du gaz carbonique lui-même, c'est-à-dire l'emprisonner dans le sol. Certaines plantes et certains arbres sont capables de le faire, mais ça reste quand même anecdotique en agriculture. Mais on capte aussi et surtout le CO2 sous forme de carbone, avec le stockage et l'évolution positive de la matière organique. Alors c'est vrai que ça conduit certains intervenants, parfois pas du tout issus du monde agricole, à faire des calculs savants mathématiques avec le fait que pour l'agriculteur, stocker le carbone, toc toc, il rentre ça stocke tant de tonnes à l'hectare, etc., etc. En fait, une réalité qui n'est pas toujours mise en avant,
et qui vient pourtant compliquer les choses, c'est qu'avant de capter à nouveau du CO2, il va falloir éviter au maximum de continuer à en déstocker. Je m'explique. La mise en culture des terres, et c'est inéluctable, vient consommer la matière organique par deux phénomènes. Le travail du sol en lui-même, qui participe à la minéralisation de la matière organique, c'est-à-dire qu'on met la matière organique soumise à l'oxygène, et donc je vais les appeler animaux, bactéries et autres, viennent consommer cette matière organique pour en libérer les milliers d'éléments qui sont à l'intérieur et qui participent à la nutrition. C'est un phénomène naturel. Donc c'est vrai que c'est le principal réservoir de carbone, c'est la matière organique dans les sols. Donc le travail du sol en lui-même permet ça et libère du CO2 paradoxalement. Je vais l'expliquer pourquoi. Donc c'est un fait mesuré puisqu'en France on a divisé en gros par 2,5 les taux de matière organique dans les sols cultivés depuis les années 50. Au Brésil, en Allemagne, des études ont été faites et montrent que lorsque l'on passe d'une forêt à une prairie, puis à un sol cultivé, on divise par 3 le taux de matière organique et donc on a déstocké du carbone. Si vous voulez, dans un même temps où on espère stocker du carbone, on a des pays aujourd'hui qui, par leur mode de production, par la déforestation, par la mise en culture de prairies qui, elles, conservent encore un certain niveau de carbone en les mettant en culture pour faire du soja, du maïs ou autre, on redéstocke du carbone et finalement on divise par 3 les taux de matière organique, donc le carbone inhérent, il est bien parti sous forme de CO2. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc le travail du sol, il participe à cette minéralisation, et donc quelque part c'est important de faire un petit parallèle, par exemple de décider d'interdire le désherbage chimique, par exemple, qui n'a pas d'action sur le sol finalement, on n'épand un produit sur des mauvaises herbes pour les faire mourir par exemple. À partir du moment où on le remplace par un travail du sol qui, lui, va quelque part oxygéner le sol et donc faire partir du CO2, c'est inéluctable. Hein, c'est pas forcément quelque chose qui va dans ce sens-là de stocker du carbone. Donc le sol, il faut le voir comme une marmite. Quand l'été, vous regardez l'horizon, vous voyez un peu des vapeurs un petit peu s'échapper, c'est un petit peu trouble quand il fait très chaud. En fait, il faut s'imaginer que le sol, il y a un couvercle. Le couvercle, c'est le mulch qu'il y a sur le sol, c'est-à-dire les résidus végétaux, les plantes qui sont présentes. Et finalement, quelque part, quand les plantes sont actives, on a peu ou pas de soucis, il y a peu ou pas de dégagement de CO2. Par contre, à partir du moment où le sol est travaillé, mélangé et surtout travaillé profondément, l'exemple du labour ou même d'un outil à dents profond où on ne referme pas le sol, eh ben, il faut s'imaginer que le CO2 s'échappe du sol par la respiration des êtres vivants qu'il y a dans le sol. J'en ai déjà parlé, mais une dizaine de tonnes d'êtres vivants à l'hectare qu'on peut estimer avoir en sol cultivé quand tout va vraiment très très bien, ça dégage du CO2, et pas qu'un petit peu. Donc ça fait partie d'un schéma naturel, mais à partir du moment où vous verrez au bord des routes des sols à nu ou des sols ouverts ou quelqu'un en train de travailler profondément sans aucune fermeture de sol, etc., il faut vous imaginer que là on est en plein dégagement de CO2. Et on sait aujourd'hui, et c'est pas vieux, c'est des années 90 à peu près, qu'aujourd'hui une culture de blé par exemple qui est récoltée, on laisse les résidus sur le sol, l'agriculteur vient derrière employer une méthode soit d'un travail profond avec des dents, soit un labour. On sait que dans les 20 à 30 jours qui suivent ce travail, on a un dégagement de CO2 2,5 fois supérieur à ce que la plante d'avant avait stocké. Donc, pour faire simple, depuis l'arrivée de la mécanisation et surtout de la réflexion du sol support, puisque ça a été longtemps le raisonnement, on a déstocké énormément de carbone tout simplement par cette action-là. Sans penser mal faire, mais déjà. Et je ne parle pas ensuite de la consommation des machines pour faire ce type de travail profond. Donc en réalité, stocker le carbone, c'est finalement déjà commencer à arrêter de le déstocker. Voilà. Alors pourquoi on a déstocké du carbone et pourquoi les agriculteurs ont travaillé la terre de manière de plus en plus intense avec les années? Finalement parce qu'on a observé que plus on faisait de la terre fine, plus on brassait la terre, plus on minéralisait, donc plus on déstockait de carbone, et plus ça libérait d'éléments pour les plantes que l'on cherchait à faire pousser, et plus les résultats étaient bons. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un point de matière organique, alors la matière organique est souvent mesurée en agriculture avec une petite analyse de terre de base où on mesure le niveau de carbone. On le multiplie par un coefficient savant, un 72, un 73, 2 selon les labos, et ça vous donne le taux de matière organique. Aujourd'hui, les taux de matière organique en sol cultivé sont souvent proches des 1,5, 2 quand ça va plutôt pas trop mal. Mais cette mesure de carbone est trompeuse puisqu'on peut avoir des gens qui rapidement passent à 3, 4, 5 et ils se disent les choses vont bien, je recommence à stocker et à fabriquer de la matière organique. Sauf que stocker du carbone, c'est pas faire de la matière organique. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me hérisse puisqu'en fait, on est vraiment dans ce schéma-là. Et vous allez voir que dans la réflexion sur le stockage du carbone et la rémunération des agriculteurs pour ça, on associe de manière assez facile la notion de stockage du carbone égale stockage de matière organique, ce qui est complètement faux.
puisqu'on peut très bien avoir du charbon de bois d'un barbecue, par exemple, c'est du carbone. Bah, vous n'avez qu'à essayer de faire pousser des cultures sur ce tas de charbon de bois, et vous allez vite voir qu'il ne va pas se passer grand-chose. Donc en réalité, tout ce qui a été méthanisation, c'est le même principe. Tout ce qui va être certains travaux vis-à-vis du carbone et de rémunération sur ce sujet sont sur ce schéma simpliste, carbone égale amélioration de la matière organique. Donc ça, c'est pas tout à fait vrai. Et d'ailleurs, pour l'agriculteur, ce qui l'intéresse, c'est pas forcément de stocker ce carbone, mais c'est plutôt de le faire tourner le plus vite possible. C'est pour ça que beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui pratiquent une agriculture qu'on appelle de conservation, qui met le sol au centre, et le carbone est au centre de ces échanges, puisqu'à partir du moment où on met une unité d'engrais phosphaté, par exemple, on consomme 70 kg de carbone. Si on met du soufre, c'est 80 kg, etc. Donc en fait, le carbone est nécessaire à tout le fonctionnement de l'agriculture, et surtout à faire pousser des plantes au maximum. Mais ce n'est pas le stocker qui nous intéresse, c'est le faire tourner. Donc, c'est les couverts végétaux qu'on va retrouver en ce moment. Vous devriez voir autour de vous des champs qui sont couverts par des plantes, parfois fleuries, parfois avec des hauteurs de 10, 20, 30, 1,50 m. Ça dépend en fait de ce qui a été fait. Et ça, c'est quelque chose de nouveau depuis une trentaine d'années qui permet au sol de ne plus rester à nu et de ne plus être retourné ou travaillé en profondeur et donc évite complètement le déstockage du CO2 présent dans les sols. Donc vous voyez, il y a des choses déjà que vous voyez en route autour de vous qui sont faites de manière importante par les agriculteurs. Alors aujourd'hui, le carbone, pour l'agriculteur, son objectif, c'est pas de le stocker finalement, comme je viens de le dire, c'est de le faire tourner. Et autour de nous, s'est développé donc un marché du carbone, dont on va parler un petit peu la COP26. Hein, c'est quelque part, c'est essayer de rémunérer. Alors c'est quoi exactement? C'est un marché où des entreprises plutôt polluantes viennent acheter des droits à polluer en fin de compte. Et les agriculteurs sont au milieu de ça avec une rémunération honnêtement qui fait sourire au regard du travail qui est fait, puisque finalement sans l'agriculteur ce stockage-là n'existe pas, hein. Sans les sylviculteurs, sans tous ceux qui sont dans le monde agricole, il n'y a pas de stockage de carbone. Donc en réalité c'est vraiment un raisonnement mathématique mais surtout très financier. Il suffit de voir l'ensemble des startups qui se sont engouffrées dans ce marché ces dernières années pour comprendre que c'est vraiment quelque chose qui ressemble à une manne importante et surtout qui fluctue chaque jour. Ça aussi c'est le paradoxe. Alors maintenant, l'agriculture est au centre de ces problématiques, et donc c'est sa capacité à stocker le carbone, elle le fait aussi par les plantes. Et elle pourrait bien être entravée, cette capacité, si le changement climatique continuait de perdurer. Et je vous donne un exemple, l'ensemble des assureurs ont établi un rapport en 2020 qui indique une augmentation des coûts liés par exemple à la sécheresse sur l'année 2020-2050 de plus de 211%, ce qui représente 43 milliards. De plus 81% de risque des inondations et de plus de 46% du risque des tempêtes, soit au total plus de 150 milliards de dégâts qui est estimé par ces assureurs. C'est quand même très important parce que devant de tels chiffres et devant tant d'exemples, dans notre pays mais aussi à travers le monde, de sécheresse récurrente ou d'excès d'eau, c'est devenu aujourd'hui la première inquiétude des agriculteurs. Oui, on est capable de stocker du carbone, mais le climat va-t-il nous le permettre? Si on n'a pas assez d'eau, si on n'a pas assez de soleil, si on n'a pas assez de température, on va dire modérée, comme on a toujours connu dans nos régions productrices, c'est-à-dire on avait des climats plutôt modérés. Aujourd'hui, ils deviennent extrêmes et c'est un peu un bouleversement qui s'enchaîne, des sols qui sont fragilisés, retiennent moins bien l'eau, etc. Bref, c'est tous ceux qui n'ont pas mis en place des choses pour favoriser ces sols vivants, finalement, se retrouvent un petit peu avec quelque chose qui a du mal à fonctionner sans intrants extérieurs. Et il y a une certaine augmentation, au final, des besoins extérieurs pour les agriculteurs pour arriver à continuer de faire ce qu'ils faisaient avant, et souvent pas au même niveau qu'avant. Alors aujourd'hui, les enjeux pour moi, il me semblerait plus positif d'aider les agriculteurs finalement à éviter de déstocker. Ce serait sûrement plus positif que d'essayer de faire croire qu'ils vont stocker rapidement. Parce que quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on a déstocké du carbone, on a aussi libéré les éléments présents dans la matière organique. Puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, la matière organique, c'est du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote, mais aussi plein de minéraux, qui sont, eux, transformés par les êtres vivants du sol, et c'est uniquement des phénomènes biologiques. Et évidemment, quand on a des sols vivants, on a aussi des êtres vivants à l'intérieur, et quelque part, ils produisent eux-mêmes tout un tas de nutriments pour les plantes, et c'est cet échange-là qui fait que le sol est vivant, et que les plantes sont vivantes. Hein. C'est quelque chose qui fonctionne dans les deux sens. Et indirectement, quand on a déstocké du carbone, on a libéré un élément fondamental pour la matière organique, qui est l'azote. Hein, il est présent dedans. Donc on dit que dans un point de matière organique, on a environ l'équivalent d'humus, hein, donc on a environ 3000 unités d'azote. C'est un chiffre, il vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas, c'est à peu près ce qu'on peut estimer. C'est-à-dire que quand on a perdu ou consommé un point de matière organique, on a libéré aussi 3000 unités d'azote. Je vous parlais tout à l'heure de 180 unités nécessaires pour un blé. Vous voyez, ça fait plusieurs années de production libérée d'azote gratuite, en fin de compte.
Sauf que pour reconstituer du carbone utile, je ne parle pas juste de le stocker sous forme de fossiles là, carbonés, des pailles toutes noires, toutes carbonées qui servent absolument à rien, si on veut faire de la matière vivante, il va falloir en même temps qu'on stocke du carbone, réinjecter de l'azote. C'est mathématique. Tous ceux qui vous disent le contraire sont des menteurs. C'est pas possible. On ne peut pas faire autrement. Si on veut que ce soit positif, si on veut juste stocker le carbone et que ça ne serve à rien, l'agriculteur risque de voir par contre ses résultats diminuer avec le temps, car stocker du carbone coûte de l'azote. C'est inéluctable. Et ceux qui pratiquent l'agriculture de conservation le savent bien. Et à un moment donné, améliorer son sol coûte de l'azote. C'est-à-dire qu'entre un agriculteur qui travaille de manière traditionnelle et un agriculteur qui est en agriculture de conservation, qui travaille peu le sol, qui a des sols couverts en permanence, etc., il a moins d'azote de libéré par son travail du sol et du coup, il se retrouve un peu pénalisé par les réglementations azotées qui le limitent à une certaine quantité d'azote. Donc si on souhaite accompagner les agriculteurs, et ça ce sera l'objet d'une autre vidéo, il y aura une réflexion à avoir sur la gestion azotée si on veut vraiment stocker du carbone de manière utile. Alors l'agriculture de conservation, lorsqu'elle est bien pratiquée, c'est un formidable levier avec un travail du sol intelligent, on améliore le stockage de l'eau, on évite l'absence des sols nus. Ensuite, les progrès techniques sont aussi une source positive pour stocker le carbone ou en tout cas éviter d'en émettre, comme je le disais, qui est sûrement la voie la plus efficace, éviter d'émettre. Réduire les consommations, quand on a des gens à 40 litres et des gens à 150 litres, si tout le monde déjà descendait à 50 litres, par exemple, on aurait un progrès sur les émissions de gaz à effet de serre phénoménaux, à la fois dans l'usage des heures de tracteur, les pneus, tout ce qui va avec, les moissonneuses, etc. Bref, il y a un vrai progrès à ce niveau-là. Les industries des engrais, aujourd'hui, il y a des industries, notamment une entreprise espagnole, là, qui se prépare à avoir quasiment 20% de son azote qui sera produit uniquement avec l'énergie solaire. Donc on sera à zéro carbone. Ça, c'est plutôt génial. Donc c'est-à-dire qu'il y a des choses très positives qui arrivent. Et pour finir, il doit y avoir un profond changement, pour conclure cette vidéo, il doit y avoir un profond changement si on veut des vrais progrès sur le raisonnement des politiques agricoles. En fait, il faut accompagner les agriculteurs pour quitter le mode de production exploitant agricole et aller vers celui de cultivateurs, d'agriculteurs respectueux de leur patrimoine qui est transmissible. Donc aujourd'hui, stocker du carbone en soi n'est pas c'est pas l'objectif normalement pour l'agriculteur, c'est de redonner des sols à ses enfants ou à ses successeurs à un niveau de matière organique qui assure que le sol restera vivant, solide et stable et résistera au changement climatique. Puisque sans matière organique, ça va être très difficile. C'est un peu l'exemple que je donne toujours. Un tas de sable ou un sol sableux, la seule différence entre les deux, c'est la matière organique. Un sol sans matière organique n'est déjà plus un sol vivant. Par contre, c'est clair qu'aujourd'hui, ces changements-là, on en est très loin, au niveau européen comme au niveau national, puisque sous couvert de diversification des productions, on a souvent une intensification qui est encore demandée aux agriculteurs supplémentaires, avec des considérations souvent honnêtement éloignées des réalités environnementales. C'est-à-dire qu'il y a le discours et il y a ce qui se fait réellement sur le terrain. L'agriculture, en fait, elle est baladée entre les extrêmes depuis des décennies, et il serait bien que les agriculteurs soient les premiers modérateurs de tous ces extrémistes et de ces idées extrêmes, pour éviter les excès, souvent faciles pour des politiques ou des commerçants, mais qui pour les agriculteurs ont souvent des conséquences. Et ça met souvent une génération à se voir, et là on va être dans la génération qui va payer la consommation de matière organique, et on nous explique qu'il va falloir maintenant stocker du carbone avec une réglementation azotée qui vise à diminuer l'azote au maximum, ce qui est un non-sens technique et pratique. Alors ce n'est hélas pas toujours le cas, mais heureusement, des petits villages résistent encore, et c'est bien ça le plus important, avec des agriculteurs tenaces qui représentent pour moi ces pionniers, cet avenir, ces gens qui sont responsables et qui ont bien compris depuis longtemps qu'il fallait trouver un juste milieu, car qui c'est qui paye toujours l'addition lorsqu'il y a des excès dans les milieux naturels, c'est toujours ceux qui vivent avec, et donc les premiers, ce sont les agriculteurs. Donc la question de la prochaine vidéo sera, est-ce que l'agriculture biologique, par exemple, serait une solution plus performante à ce que je viens de décrire sur ces sujets? Et surtout, serait-elle capable de nourrir le monde à 100%? C'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo. Voilà les amis, à bientôt!